Donc merci à tous ceux qui sont là et à tous ceux que j'ai bien connus. Et je m'excuse par avance de leur dire des choses qu'ils connaissent et que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est pour ça que j'ai pris une dimension un petit peu plus longue en essayant de brasser le temps, enfin de repartir des débuts. Donc j'essaierai de ne pas dépasser les 40-45 minutes, je me méfie de moi-même. Et donc de laisser le temps pour des questions, ce qui n'empêchera pas, si vous le souhaitez, de m'interrompre si je dis des choses qui ne sont pas claires, qui suscitent de votre part des questions. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de problème, ce n'est pas formel. Alors, le plan de la présentation que j'ai choisi consiste à parcourir la France et l'Europe. Oui, bien sûr. Alors, je vais avoir un petit problème. Non, c'est bon. Donc, de parcourir la France et l'Europe en prenant une perspective longue. Alors, je vais tâcher de ne pas être trop long sur ces deux premières parties qui sont l'évaluation externe à dominante institutionnelle et l'évaluation externe fragmentée, pour aller vers ce qui vous intéresse le plus, c'est les tendances et les problèmes actuels, sûrement. Mais je pense qu'on a besoin un tout petit peu de reprendre un peu de recul, parce qu'il y a des choses qui sont soit importantes, soit préoccupantes. On peut employer différents termes. Donc, commençons par le temps de l'évaluation externe institutionnelle en France. Alors, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que 1968 entraîne une décrédibilisation des universités. En gros, quand vous êtes universitaire dans ces années-là que vous n'avez pas connues et que malheureusement j'ai connues, de par mon grand âge, vous vivez quand même difficilement le fait d'être issu de l'université. Je vois Gilbert qui est au fond, qui a connu cette période-là, et disons, on a à ce moment-là un problème qui va se traduire par notamment, enfin ça met un certain temps, mais dans cette rendre de la crédibilité aux universités par le fait que, notamment Laurent Schwartz, c'est à ce moment-là qu'il va créer en 82, il va écrire Qualité de la science française et qu'il va aussi dire que l'évaluation est une des chances de salut de l'université française. Ça date de pour sauver l'université, donc vous voyez le terme, c'est donc le moment où l'évaluation apparaît dans le discours politique français. Et on va avoir donc en 86 la naissance du CNE, du Comité national d'évaluation, dont il faut dire qu'il est le premier, parmi les premiers, on le verra tout à l'heure, organisme d'évaluation créé en Europe. Donc on a une précocité importante qui se rattache à la loi de 84, qui vise à mettre en valeur une plus grande autonomie des universités. Et donc, on a aussi, au même moment, le début de la politique contractuelle. Les premiers contrats ont dû être signés vers 87, 88, quelque chose comme ça. Donc, une période où on donne sa chance à l'université qui est historiquement fragmentée, puisque c'est les 4 facultés qui existent. 68, il y a la théorie de l'université, mais la pratique, l'existence d'une université date de cette époque-là. Et l'évaluation est contemporaine et logique si on veut soutenir précisément l'émergence de l'université au sens d'un ensemble de facultés ayant un projet commun ou un projet qui devient de plus en plus commun. Donc, le CNE apparaît à ce moment-là et dans la vision du CNE, toutes les activités universitaires, c'est-à-dire formation, recherche, gouvernance, sont prises en compte. À cette époque-là, il n'y a pas de problème, l'ensemble est pris en considération. Et d'autre part, quand ils vont à l'intérieur de l'université, ce n'est pas sur le détail des formations, des activités de recherche, c'est sur les structures. Les départements, les facultés, ils font un travail de ce type-là. Donc, c'est une certaine forme d'évaluation institutionnelle qui est nettement prédominante en France à cette époque-là. Alors l'évolution progressive du CNE, pour aller vite, il y a la politique des sites qui est prise en compte. Et moi j'ai été, le hasard a fait que Lyon a été le premier site donc, dans lequel j'étais, qui a été
j'en ai pas gardé de souvenirs très précis, je dois vous le confesser, mais on a été un des premiers cas où ils ont voulu se pencher sur l'émergence de ce qui était à l'époque le pôle universitaire lyonnais. Et d'autre part, ils font des études sur les disciplines, donc sur la communication, sciences juridiques. Enfin, ils balayent à ce moment-là la France sur un thème, sur une thématique. Mais ça n'entre pas plus en détail, pas plus dans le détail interne des universités. La deuxième chose qui est indiscutable et qui explique que vous connaissez Bruno Curval a été président de l'ENCOA, c'est que dans cette époque-là, où le CNE existe, il va y avoir un très grand intérêt du CNE, et on va le voir quand on passera aux problèmes européens de la même période, porté à l'Europe. Et ça explique qu'il y a toute une tradition de ce point de vue-là qui existe fortement à cette époque-là et qui va durer un certain temps. En revanche, le point, et d'autres qui ont peut-être participé en auront des souvenirs, puisque ça va jusque dans l'apparition de l'AERS, c'est-à-dire 2006, 2007, l'attention des universités, et là je me retourne de nouveau, puisqu'on était dans les mêmes lieux où était Gilbert, conseiller d'établissement, et je l'interpelle d'une certaine façon. À cette époque-là, quand paraissait un rapport du Comité national d'évaluation sur les universités, ni le ministère, ni les universités n'étaient totalement polarisés là-dessus. Ils regardaient ça, ils attachaient plus d'importance au conseiller d'établissement, qui était proche des instances de direction. Excusez-moi, je parle. Alors, bon, je vais me positionner là pour changer un peu. Non, mais pas non plus sur celui-là. Bon, c'est vachement réglementé ici. Hein. Bon, donc. Oui, alors si en plus on pique ce qu'on vous dit, bon. Donc, c'est à cette époque-là, je pense que les conseillers d'établissement qui étaient proches de la Direction générale de l'enseignement supérieur avaient sans doute plus d'influence et les universités portaient plus d'intérêt à eux et le ministère à eux qu'on en portait sur les rapports pourtant qui étaient consistants du Comité national d'évaluation. Oui, je vous en prie. Il me semble que les constantes de temps d'élaboration des rapports étaient très longues. Très long, exact. Très long, exact. Très long, des rapports très différents de tout ce qui s'est produit ensuite. Tout à fait, absolument. Ah non, c'est d'accord. Okay. Il vaut mieux parler dans le micro. Pour la captation vidéo, il vaut mieux parler dans le micro pour les questions. Voilà. Ok, bon. Merci. Alors, voilà pour ce que je voulais dire sur la France, dans cette période-là. Le problème s'est posé un peu le problème simultanément s'est posé en Europe, et il s'est posé en Europe à partir d'un mot. En France, le terme dominant a été évaluation. En Europe, le terme dominant a été qualité. Et il est venu de ce que les Pays-Bas avaient la présidence de l'Union en 91 et qu'ils ont lancé en 91 cette idée précisément de faire face aux problèmes de quantification qui se produisaient sur l'ensemble de l'Europe, sur les problèmes par conséquent d'un risque, d'une dégradation de la qualité et de l'enseignement, donc l'habituelle articulation quantité-qualité, et donc de la nécessité de veiller sur les problèmes de qualité. Donc là, il y avait une mode aussi qui, au même moment, se déroulait, qui consistait à regarder les processus de qualité dans l'industrie japonaise, qui allait vers les États-Unis, qui se sont emparés sous l'angle du management, et qui ont fini sur des processus appliqués, quelquefois type ISO ou autres, sur les problèmes, dans les problèmes européens. Donc vous avez ce mouvement qui naît, qui vient aussi de ce que les institutions privées, on est après 89, donc après la chute du mur de Berlin, et vous avez dans les pays de l'Est le développement important des entités privées d'enseignement supérieur. Et donc il y a aussi un problème qui préoccupe une partie de l'Europe, peut-être plus que l'autre partie.
Donc il y a différentes raisons qui amènent au sujet de la qualité. Et vous avez donc, dans ce débat, une commission qui, en principe, n'a pas de compétences sur l'enseignement supérieur. C'est du domaine national. Mais qui va trouver dans l'article, qui après a changé de numéro, mais qui était le 128 à l'époque, dans le traité de la Communauté européenne, qui est la petite phrase qui est au tableau, « L'Union contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres ». Et se saisissant de ce mot, elle est intervenue, elle avait du coup la possibilité sur le thème de qualité, c'est peut-être aussi un élément qui a joué dans l'apparition du mot qualité aussi fortement, dans le débat qui va commencer à partir de ce moment-là et qui va amener un certain nombre de pays, il y en avait 4 en fait. Alors ces 4 pays, c'était la France, Comité national d'évaluation 86, les Pays-Bas 88, ça s'appelait le VSNU, et c'était l'émanation des conférences de recteurs d'université, donc 88. C'était l'Angleterre, UK, qui passait d'un système interne à un système externe à partir de 92. Et c'était le Danemark, 92 aussi. Donc ces 4 pays, en fait, sont dominants à ce moment-là. Et vous voyez que la France était un des premiers, un des tout premiers. Du coup, la Commission va s'intéresser à ce sujet en faisant un projet pilote, réunissant les 4 et définissant ce qui vont être par la suite les grands principes. J'ai retrouvé un article de cette époque-là, d'un Danois, qui, point par point, met l'accent sur tous les thèmes que vous connaissez maintenant, c'est-à-dire l'auto-évaluation, discussion sur l'auto-évaluation, quel doit être son rôle, quelle doit être la combinaison avec l'évaluation externe, le rôle des experts, qui sont les experts et que doivent-ils être, y compris les étudiants, c'est déjà un problème qui est posé, la visite des sites, les indicateurs de performance, ils débattent de la pertinence des indicateurs de performance, les avantages et les inconvénients. Doit-on faire une évaluation institutionnelle? Doit-on faire une évaluation de programme? Les Pays-Bas, le Danemark, petits pays, reconnaissent que pour eux, c'est relativement facile. Ils le font la remarque à cette époque-là. Dès cette époque-là, bon, je pense que maintenant on comprend bien ce que ça veut dire. Les Français et les Allemands ont bien compris. La relation avec la recherche, disant très clairement qu'on ne peut pas évaluer simplement l'activité de formation, il faut évaluer l'activité de recherche, les deux doivent être reliés, mais qu'à court terme, il est logique de commencer par l'activité de formation, mais qu'à long terme, il faudra absolument faire l'évaluation de la recherche. Donc il y a toute une série de thèmes qui sont pris. Aussi, le problème des classements, le problème de ranking est abordé à cette époque-là, on est en 95 ou 96, donc le problème est bien vu. Et en disant que si on met le classement comme si, de la même façon que si l'on décide de faire une articulation entre l'évaluation et le financement, on se heurtera au problème suivant, qui est le problème de ce que les acteurs institutionnels ne joueront pas le jeu. Ils camoufleront, pour des raisons de promotion dans le ranking ou d'amélioration de leur financement. Et qu'un des éléments qui risque d'être perturbant, c'est précisément de trop mettre l'articulation entre évaluation et financement, tout en reconnaissant la logique, aussi de ce que l'évaluation puisse jouer un rôle dans la classification, mais insoluble, quoi, avantage, inconvénient. Donc, on voit très bien que tous ces problèmes-là sont posés dès cette époque-là et que se développe une évaluation qui est encore à dominante institutionnelle. Et vous avez un exemple qui est celui de la conférence des recteurs européens, qui à l'époque est une instance séparée de l'autre entité qui représente les universités en Europe. Le hasard fait que moi je suis en 94 dans le board, et je peux vous dire en tant que Français que je suis totalement surpris par la discussion qu'il y a en 94 qui va faire naître l'évaluation institutionnelle IEP,
l'évaluation institutionnelle pratiquée par l'EUA pour ses membres, c'est-à-dire à titre de service, par la discussion qui porte sur la qualité. Et moi, je regarde avec mes yeux de français ce terme que je ne comprends pas, que je ne connais pas, je le reconnais tout à fait. Hein, je connais l'évaluation, mais le terme de qualité mis au centre d'un triangle dans lequel vous avez classiquement formation, recherche et service à la société, qui était le terme, c'était pas innovation, c'était service à la société à l'époque, ce qui veut aussi dire certaines choses. Et moi, je regarde ça, mais je ne comprends pas tout à fait ce qui se passe. Hein, je vous le dis très sincèrement et très franchement. Je n'ai pas honte d'avouer que je ne suis pas dans cette perspective et je ne vois pas arriver le problème de la qualité, enfin du terme qualité et la compréhension du terme qualité. Donc, l'EUA à l'époque, enfin ce qui deviendra l'EUA, met en place son système qui est une évaluation institutionnelle. Bon, et tout ceci jusqu'en 98, qui va être le moment où vous avez la phrase, donc je crois que le mieux c'est de la lire, enfin que vous la lisez, vous l'avez lue déjà depuis un certain temps, puisqu'elle était sur l'écran, c'est cette phrase qui fait naître NQA. C'est-à-dire que NQA n'est pas né d'un désir des associations, des agences d'assurance qualité de travailler ensemble, mais d'une certaine incitation, ce qui est différent, des gouvernements, des États membres, qui, dans cette période où ça commence à foisonner, 95-96, on éprouve le besoin d'aller plus loin et échange de bonnes pratiques. Les termes qui sont classiques, qui valent pour les universités, qui valent aussi pour les agences d'assurance qualité. Voilà. Donc, c'est cette deuxième étape que je décris rapidement. Alors, troisième, dans un nouveau moment où on va perdre de vue l'évaluation institutionnelle. Et on va rentrer dans une évaluation qui est beaucoup plus... Alors, j'ai employé le terme fragmenté, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui, notamment, va aller beaucoup plus vers l'évaluation des formations, l'évaluation et perdre de vue l'évaluation de la recherche, ce qu'on va souligner tout de suite. Et ça, je pense, c'est l'impact de Bologne. L'impact de Bologne, qui arrive à ce moment-là, en 99, et qui va, à ce moment-là, parce qu'il y a des problèmes de mobilité, parce qu'il y a des problèmes de professions aussi qui sont attachées, de disciplines qui sont attachées à maintenir un certain niveau de qualité, à se référer, et on voit apparaître un petit peu les problèmes de hiérarchie, de veiller à ce que ce soit les ingénieurs, que ce soit le business, que ce soit les formations aussi à destination professionnelle, sont préoccupés par ces problèmes-là. Et donc, on va perdre de vue les institutions. Et évidemment, Bologne renforce, parce qu'à ce moment-là, il y a quand même la mise en place du bachelor et du master, qui, dans des pays comme l'Italie ou surtout l'Allemagne, sont une perturbation considérable. Et le bachelor et le master en Allemagne, vous le savez sans doute, ne sont mis en place qu'à condition que ceux qui, indépendamment des traditionnelles formations sur longue période qui existaient en Allemagne, bachelor et master sont acceptés à condition qu'il y ait une accréditation, c'est-à-dire qu'on veille à la qualité de chacune. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de crispation à ce moment-là d'un certain nombre de collègues qui ne veulent pas qu'on puisse former des gens en 3 ans en leur donnant un titre. Ça n'est pas possible dans la conception allemande de l'époque. Ça n'est pas possible. Et donc, ce qui va entraîner des problèmes d'ailleurs sans fin, parce que du coup, les enseignants allemands, majoritairement, vont quelquefois essayer de faire rentrer en 3 ans ce qu'ils faisaient en 5 ans, pour que ça reste quelque chose de qualité. Donc, vous avez toute une série de problèmes qui vont se décaler et qui vont nous faire perdre de vue l'accréditation institutionnelle, enfin l'évaluation ou la dimension prioritaire accordée à l'institution. Mais aussi, on va perdre, c'est Bologne, l'activité de recherche, de vue. Parce que dans Bologne, ce n'est pas un élément. Donc tout ça aboutit à des questions, enfin à des problèmes qui ne sont pas négligeables. Alors il y a, dans cette période-là, que j'ai connue à cause de l'EUA, à cause de l'Association européenne des universités, il y a une bagarre. Il y a une bagarre pour faire comprendre, et là l'EUA joue un rôle important, et une personne qui a joué encore un rôle dont vous entendez parler quelquefois, qui est André Sursock, qui était secrétaire adjoint de l'EUA, qui est de faire comprendre que ce n'est pas aux agences de faire la loi sur l'enseignement supérieur et de dicter ce qui est de qualité ou pas.
le fond du problème, c'est l'entité qui est à la base, c'est l'université. C'est à l'université qu'il appartient de prendre ses responsabilités. Que les agences veillent sur cette prise ou non de cette responsabilité, c'est évident. Mais qu'il ne faut pas inverser le problème, c'est pas ce qui était dominant dans cette période qui finit avant Bologne, c'était le réseau ENQA, qui devenait, quand on parlait de qualité, la référence des gouvernements. C'était leur agence nationale. Donc leur agence nationale, par définition, ils la respectaient, ils la défendaient, c'est normal, c'est logique. Et donc on avait l'opposition de bien faire comprendre que, certes, les agences nationales étaient tout à fait importantes et respectables, ce n'est pas la question, mais que le problème essentiel, il n'était pas là, il était dans les établissements. Et que si les établissements ne se prenaient pas en main, ça ferait un jeu de dupes. Donc c'est 2003, c'est le communiqué de Berlin 2003 qui amène à cette affirmation que font les ministres dans le communiqué, et ils admettent que la responsabilité première, en anglais, enfin le terme est en anglais évidemment, et là traduit, c'est appartient aux universités. À partir de là, il y a un deuxième point qui est très intéressant à voir, qui est celui qui figure à partir de là. S'il y a une chose qui frappe, quand on y réfléchit une seconde, sur l'Europe continentale, c'est que s'est mise en place une infrastructure, un cadre d'assurance qualité qui a été fabriqué et délibérément par les gouvernements qui ont accordé la responsabilité de ce cadre à ce qu'on appelle IFOR, c'est-à-dire E pour ESU, l'Association européenne des étudiants, E pour EUA, Association européenne des universités, E pour EURACHE, qui est l'Association des établissements d'enseignement supérieur non universitaires, et 4 pour ENQA, pour le réseau qui est devenu, entre-temps, qui n'est plus un réseau, mais devenu une association des agences d'assurance qualité. Et c'est ces 4 entités qui ont fabriqué, par la demande des gouvernements, qui leur ont confié cette responsabilité, non pas à des experts désignés par des gouvernements, mais par des experts de ces entités, ce qui n'est pas dans la tradition continentale. Hein. C'est peut-être dans la tradition anglaise, mais ce n'est pas dans la tradition continentale. Qui leur ont demandé de concevoir les premiers ESG en 2005, concevoir les deuxièmes ESG en 2015, et donc, in fine, d'avoir la responsabilité d'ECAR, puisque ECAR, c'est le comité du registre à proprement parler. Bon, il y a 2 choses dans ECAR. Au passage, il y a l'association nécessaire pour avoir une personnalité morale, qui est sous la responsabilité de IFOR, des E4. Mais le comité du registre, qui en constitue l'entité réelle, enfin la réalité d'ECAR, bon, les gens sont nommés, les 10 membres sont nommés, 2 par l'EUA, 2 par ESU, 2 par ENQA, 2 par EURACHE, 1 par Education International, c'est-à-dire le syndicat représentant les chercheurs et les enseignants, et Business Europe, censé représenter les intérêts du monde professionnel. Donc, cet ensemble-là est original. Et je ne suis pas sûr que tout le monde ait réalisé bien l'originalité. Et ça frappe beaucoup les non-européens. Parce que ça préserve l'indépendance, ça préserve des choses qui sont dans la logique de l'assurance qualité, mais ça va bien au-delà. Donc ça, je crois que c'est un des points qui succède, après, vous avez les dates, qui est un élément marquant de cette évolution, très marquée par Bologne, très marquée par le fait que dans Bologne, à la différence des procédures de l'Union européenne, qui adoptent la procédure de la consultation, c'est-à-dire on consulte, mais ensuite les gouvernements décident, c'est un processus de concertation entre les ministres et les représentants des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Enfin, de l'enseignement supérieur, disons, parce que de la recherche, justement, comme on l'a dit, on l'a un peu perdu de vue dans Bologne. C'est peut-être le moment de la retrouver. Alors, je reprends quelque chose qui, là, je vais aller très vite parce que vous en connaissez bien plus que moi, le cas français. Donc, simplement, moi, ce que je rappellerai, c'est que il a été d'abord pensé pour l'activité de recherche. C'est-à-dire que quand les premiers débats ont lieu, dans cette période qui est antérieure d'ailleurs, mais qui se concrétise par cette loi de 2007, en fait, ce que l'on veut, c'est évaluer l'activité de recherche. C'est ça le problème.
Et c'est dans un débat que vous connaissez parce qu'il se poursuit. Bon, entre les universités, les organismes de recherche, le ministère, bon, etc. C'est des choses qui avaient été vues déjà du temps d'Allègre et de Courtillot, qui discutaient de cette perspective de comment évaluer l'université, mais c'était toute l'activité de recherche. Et qui va donc apparaître dans ce contexte-là, où, heureusement, le CNE, qui est encore là au moment des discussions 2006-2007, dit attention, il y a quand même quelque chose qui existe. On fait de l'évaluation, nous aussi. Et donc, il y a un rattrapage qui est assez extraordinaire à ce moment-là, de modification, d'évolution de la loi, qui intègre l'évaluation institutionnelle, qui va mettre aussi l'évaluation des formations et qui va dépasser. Mais le point de départ, quand on regarde la chronologie des débats parlementaires, c'est un texte qui avait destination à l'évaluation de l'activité de recherche. Donc, vous allez avoir à ce moment-là se développer l'activité de formation des établissements avec des questions qui, à l'époque, je parle de 2007 à... J'ai pris 2014, ça pourrait être 2013 si on cherchait l'historique, mais c'est 2014 la réalité de l'apparition du Haut Conseil dans sa nouvelle constitution. C'est les discussions qui avaient lieu sur évaluation des formations, mais habilitation au même moment, l'évaluation étant faite par l'AERS, l'habilitation étant prise par, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, en tout cas ça varie. Et accréditation étant un peu le même problème. L'accréditation, bon, la CTI, très clairement, fondamentalement, c'est la CTI et c'est ratifié par le ministère. Bon, vous en savez plus maintenant, mais moi je me parle que de la période que j'ai un peu connue, qui était l'AERS. Ça n'était pas clair avec l'apparition pour les formations de gestion d'éléments qui étaient aussi distincts. Donc voilà, donc tout ça, je crois que vous le connaissez bien. Et je dirais que ceux qui ont la responsabilité dans l'AERS de l'évaluation de l'établissement, je sais, à cette époque-là, bon, le reste, encore une fois, moi, je ne connais plus ce qui se passe actuellement, et je ne me permettrai pas, n'étant pas un observateur, de dire quoi que ce soit. Je dirais qu'il n'y a pas un grand intérêt de la CPU, paradoxalement. Moi, je me rappelle de réunions où le représentant de la CPU était là au comité de direction de l'AERS, auquel il m'arrivait de participer à cause de la responsabilité européenne internationale. J'ai jamais vu une volonté d'autonomie des établissements disant l'évaluation institutionnelle, pas de problème, mais l'évaluation des formations, des activités de recherche, on veut garder une certaine... Enfin, on voudrait une certaine distance. On voudrait... Bon, je n'ai pas vu ça. Il y a une deuxième chose qui est évidente, c'est l'assurance qualité interne, qui, à mon avis, à cette époque-là, est confondue avec l'auto-évaluation. C'est-à-dire que l'auto-évaluation, dans la pratique de l'ARS, c'est on a des standards, on a des éléments, on vous demande de préparer le travail en faisant, à partir de nos standards, un certain nombre de regards sur vous-même, sur les degrés d'utilisation de ces références. Qu'en pensez-vous? C'est quelque chose qu'on fait tous les 4 ans ou tous les 5 ans, selon les périodes. Je crois que c'était 4 ans à l'époque. L'évaluation interne, l'assurance qualité interne, c'est autre chose. Ce n'est pas un processus qu'on fait tous les 5 ans, c'est un processus qui existe en continu et qui doit être là. Et c'est les ESG, le niveau 1 des ESG que vous devez connaître, met l'accent sur cet élément. Et ce qu'on lit actuellement, alors là je fais une courte parenthèse sur je pense, peut-être y étiez-vous, il y a eu une réunion récemment des directeurs généraux de l'éducation, de l'enseignement supérieur, pardon, qui s'est tenue, je ne sais pas où, mais qui date de février ou mars, et qui produit un document, et dans ce document, qui est un rapport sur ce qui se passe en matière d'assurance qualité, très clairement dit que le point important maintenant, c'est l'assurance qualité interne. Ce à quoi il faut veiller, c'est que dans les établissements, il y ait des processus. Ils peuvent être différents d'un établissement à l'autre, ça n'a aucune espèce d'importance, pour qu'il existe quelque chose qui permet à l'établissement de regarder comment se développent, face à ses missions, ses objectifs, les processus internes, et que doit prendre en considération, non pas
qui s'impose aux agences, c'est pas du tout la question, mais doit être pris en considération par l'agence, à condition qu'ils existent, évidemment. Le problème, c'est que, mis à part un exemple récent qui a été signalé dans la presse universitaire, qui est l'Université de Franche-Comté, moi, j'en connais pas beaucoup. Donc, deuxième chose, et dernière chose, l'organisme est peu intégré dans les débats européens. Je reconnais, et moi-même je suis responsable de la chose, comme l'était Bruno Curval, puisqu'on était tous les deux au même moment. C'est vrai que, et Julien n'est pas fait aussi, je me doute, faire tout ce qu'il peut dans ce sens-là, mais à cette époque-là, dans le cadre de l'ARS, où il était déjà là, au moins à la fin, on a beaucoup de peine on a perdu du champ, on n'a plus la force qu'avait la France dans les années de discussion du processus européen qui datait du CNE. Il faut le reconnaître, et je veux dire, j'y ai participé, donc je critique d'autant plus facilement je mets d'autant plus facilement l'accent sur ce problème. Voilà. Oui, j'en prie. Alors, attendez. Non, quand même, dans l'arborescence qui est fait là, il me semble qu'il y a un petit trou dans la raquette, qui est ce qui s'est passé au ministère, donc la mission scientifique et technique de 1994 à 2007, justement, donc avait ses missions pour la partie formation-recherche, et n'oublions pas le rôle de certains organismes de recherche dans l'évaluation des entités de recherche aussi. Voilà, donc il y a le CNE, mais il y a aussi cette resynchronisation de l'ARS par rapport à ce que faisait le ministère. La MST, la MSTP ensuite. Oui, mais enfin, si vous voulez... On s'éloigne de la démarche qualité, là, je parle de l'évaluation. Oui, d'accord, hein, mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord sur ce que vous dites. C'est vrai que là, en parlant que des agences qui ont suivi le processus d'assurance qualité ou d'évaluation, on n'a plus de... Enfin, quand le CNE coexiste effectivement avec ses missions. Et ça peut expliquer aussi la remarque qui était tout à l'heure faite, c'est que le CNE n'est pas dans la... Parce que vous disiez que les rapports mettaient beaucoup de temps, mais aussi parce que le ministère disposait d'autres instances. C'est là où vous avez raison, c'est là où il faudrait le mentionner. Bon, moi j'arrive, pour vous laisser plus d'autres questions, aux tendances européennes récentes. Alors, première remarque, actuellement, dans le déroulement du processus de Bologne, donc je reste dans une problématique européenne qui est un peu... qui n'est que partielle et qui met l'accent sur ce qui se passe en ce moment et notamment ce qui va se passer dans peu de temps à Paris. Dans le processus de Bologne, on a mis l'accent actuellement sur 3 éléments qu'on considère comme fondamentaux dans l'évolution du processus de Bologne. Il y a LMD, la structure en L, M et D, l'architecture qui doit apparaître dans tous les pays européens. 2, on a le problème de la reconnaissance des diplômes. Et 3, l'assurance qualité. Donc l'assurance qualité est un élément qui est considéré, c'est aussi dans le rapport des directeurs généraux, de la réunion des directeurs généraux qui s'est déroulée il y a quelques semaines, c'est pris en compte parce que ça paraît être un élément central dans le fonctionnement, à tort ou à raison, du processus de Bologne. Et c'est vrai que ce processus de Bologne, l'architecture de l'assurance qualité, c'est l'élément et Bologne, c'est l'élément qui focalise l'intérêt des gens extérieurs sur l'Europe. Les rankings auraient pu être catastrophiques si Bologne n'avait pas été là. Parce qu'ils détournaient complètement les yeux des observateurs mondiaux de ce qui se passait dans l'Europe continentale. Pas nécessairement dans l'Europe des îles britanniques. Mais là, ça posait un problème. C'est un élément qui a un petit peu tempéré le processus de Bologne et qui fait que, bon, à l'époque, on voyait des Australiens, des Nord-Américains qui venaient et qui essayaient de comprendre ce qui se passait dans le processus de Bologne, parce que ce qui les frappait dans des univers où la compétition régnait, c'était ce processus de coopération. Ce qui leur paraissait étrange et qui les frappait d'autant plus que ça réunissait des gens qui avaient des langues différentes, il y avait toute une série d'éléments attractifs. Donc ça, c'est un élément. L'évolution institutionnelle, ça vous l'avez constaté, redevient, pour des raisons que j'ai mentionnées, qui sont essentiellement le travail gigantesque que ça impose en termes d'évaluation des formations, même si vous êtes passé maintenant, je crois, à des formes un peu moins centrées sur chacune des formations, il reste quand même un problème qui est quantitatif.
et dont il s'agit de se poser la question, jusqu'où ira-t-on? Les agences allemandes, qui sont nombreuses, à la différence de la France, qui donc peuvent se partager le travail, elles-mêmes basculent progressivement sur l'évaluation du système. Donc c'est un problème qui se pose, et il y a d'autres pays qui ont adopté les procédures d'audit, c'est-à-dire qui font qu'on vient simplement auditer ce que les universités ont mis en place en interne. Ce qui est aussi une autre forme de regard. Dernier point aussi, enfin dernier point dans cette perspective, c'est le problème qui a été ouvert à Bucarest par les gouvernements, disant une université est libre de choisir, devrait être libre de choisir l'agence dès lors qui va l'évaluer, dès lors que cette agence est inscrite au registre. Ce qui est un problème aussi qui ouvre, enfin qui est cohérent avec le processus de Bologne, mais qui n'est pas sans poser, vous en doutez, et vous le connaissez, de nombreux problèmes. Alors, de par mon... J'ajouterais aussi la prise en compte de l'activité de recherche des établissements, elle existe dans un certain nombre de... Alors, je ne parle pas évidemment du Haut Conseil, elle existe dans un certain... Finlande, Danemark, il y a différents modes de regard portés par l'agence d'évaluation nationale, FINEC ou pour le Danemark, qui prennent en compte l'activité de recherche. Donc il y a un mouvement qui est léger, et qui a été concrétisé par le fait que dans l'introduction des ESG, on parle de l'environnement recherche qui doit être pris en compte dans l'évaluation, y compris des formations ou des établissements. Donc il y a un mouvement qui est léger. Alors l'expérience d'Écart m'amène à dire qu'il y a 2 points sur lesquels on a été de plus en plus attentif au niveau du comité du registre, c'est-à-dire de l'entité qui n'est pas l'association. Et au passage, je n'ai jamais été président d'Écart, ça existe maintenant. Moi, j'ai été simplement en charge du comité du registre. Mais ça, c'est un détail, mais c'est simplement... Il y a des personnes qui pourraient être susceptibles et dire qu'ils étaient présidents et ils ont raison. Le comité du registre a insisté beaucoup sur la participation étudiante, vous le savez, et sur la transparence. Alors, la participation étudiante, c'est aussi un élément très original de Bologne. J'allais quelquefois, et on s'est rencontrés aux réunions du CHEA aux États-Unis, et ce n'est que la dernière fois, je crois, en 2000, où j'y suis allé, en 2016, c'est ça, que pour la première fois, ils ont fait intervenir des étudiants pour rendre compte de leur expérience de l'accréditation. Ce qui a permis de constater qu'ils ne savaient pas exactement ce qui s'y passait et que... Et ce n'est pas une critique, hein, je veux dire, c'est une singularité qu'on a en Europe et dont on ne se rend pas compte. Cette obligation de la participation étudiante, qui se traduit par le fait que l'ISU nomme 2 représentants au comité du registre et qu'ils ne discutent pas simplement des problèmes étudiants. Et je peux vous dire par expérience depuis 2001, de mes expériences européennes, ceux qui préparent le mieux les réunions, ce sont les étudiants. Mieux que les universitaires, mieux que les enseignants, mieux que les gouvernements. Ils vont beaucoup plus à fond. Alors, ce n'est pas toute l'Europe, bien entendu. Mais c'est très important de bien se rendre compte qu'il y a là une pertinence de regard et une attention très grande pour des raisons. Ils ont très bien compris qu'il se jouait quelque chose d'important. Donc, j'insiste sur la participation étudiante. Et la publication intégrale des rapports, on peut très bien comprendre que quand il y a des secrets, on les cache, mais il y a des arguments qui sont quand même difficiles à recevoir quand on parle en général j'ai eu des discussions un peu violentes avec la CTI, pour être clair et français, sur le problème de la publication intégrale qui n'intéressait pas le public. Ok, c'est vrai, le public ne va pas lire le détail. Mais je ne vois pas pourquoi un étudiant qui est à la recherche d'un doctorat ne serait pas intéressé par le détail. Avant d'aller, quand il est au Brésil ou quand il est en Asie ou quand il est ailleurs, il a besoin d'avoir des informations. Ce n'est pas l'ambassade qui va pouvoir les lui donner, pour des raisons que je ne reproche pas du tout ça à l'ambassade, mais ce n'est pas leur travail. Donc il faut qu'il ait accès à ça. Alors évidemment, quand il y a des secrets, il n'y a pas de discussion. Mais
tout n'est pas secret. Il faut de la transparence, il faut qu'on mette les choses sur la table. Si on ne met pas les choses sur la table, on n'avance jamais. Alors il faut avoir le courage d'écrire des choses, c'est désagréable, c'est difficile pour les collègues d'écrire sur leurs autres collègues, je le comprends. C'est pas... Bon, nous, je dirais qu'à l'ECAR, on a fait un très gros effort de transparence pour mettre tout sur la table de ce que l'on discutait, les arguments. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec ce qu'on fait, ça, je comprends tout à fait. Mais au moins, vous savez sur quoi vous n'êtes pas d'accord et ce sur quoi on a fait des bêtises. Bon. Et qui les a fait, c'est nominatif, il n'y a pas de problème. Alors, dernier point, et je m'arrête là. On a commencé à aborder le point, l'adaptation aux ESG 2015 de la façon suivante. Jusqu'en 2015, chaque fois qu'on examinait une agence, on regardait s'il y avait des problèmes de principe qui étaient posés à propos de cette agence, c'est-à-dire, ça peut être précisément les rapports thématiques. Il est demandé à ce qu'il y ait des rapports thématiques qui soient faits périodiquement. Bon. Quand on butait sur cette question, on disait dans quelle mesure on doit aller là-dessus. On en faisait une discussion indépendante du cas précis, on le séparait. Et à la fin de nos discussions, de toutes ces discussions, on disait ex post, voilà comment on a tranché voilà pourquoi et comment on a tranché ces questions. Quand les ESG apparaissent en 2015, on a décidé de procéder autrement, d'être plus transparent et de mettre plus les choses sur la table, en disant, il y a des nouveaux ESG, on est obligé de les appliquer, c'est les gouvernements c'est pas nous qui les avons fixés, c'est les gouvernements qui ont suivi les recommandations des experts. Ces éléments, vous les connaissez, ils sont souvent vagues, des interprétations sont possibles, c'est évident. On met sur la table ce que nous attendons de chacun de ces ESG. Et on met bien à la fin dans le document, donc c'est par avance, on dit aux agences, voilà ce que nous souhaiterions au minimum trouver. Il y a deux distinctions, et à la fin, c'est au minimum, nous souhaitons avoir des éléments là-dessus. Ce qui n'oblige personne à dire, on fait ça, mais ce qui oblige les gens à expliquer pourquoi ils ne le font pas, ce qui est différent. Et donc, on souhaitait que ces éléments soient portés à la connaissance avant l'évaluation. Rappelez-vous que l'évaluation n'est pas faite à la demande d'ECAR. L'évaluation est faite à la demande des agences, en s'adressant le plus souvent à ENQA, ce qui est tout à fait normal, et ENQA formatant les rapports demandés aux experts selon ses propres désirs. ENQA a accepté très loyalement d'écouter et de prendre en considération ce que nous demandions, qui était différent d'ENQA. C'est normal, c'est une association, on est une autre entité, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes missions. Et donc les experts produisent un rapport. Mais ils ont de la peine à intégrer, ce qui est normal, les demandes que nous formulons. Donc on se trouve avec des rapports qui ne donnent pas la réponse aux questions. Et on est obligé de s'en sortir et de prendre une décision sur des rapports qui n'ont pas été formulés nécessairement, qui n'ont pas répondu nécessairement à la question. Donc on a des situations délicates. C'est pour ça qu'on a décidé d'envoyer cette information par avance et ensuite de rendre compte des décisions qu'on prenait et pourquoi on les prenait à tort ou à raison, encore une fois. Je pense qu'il n'est pas question de dire qu'on est là. Alors, c'est évidemment dérangeant. C'est dérangeant pour l'ensemble des agences d'assurance qualité, on le comprend, parce qu'il y a une sorte de groupe de personnes qui décident de faire, si je puis dire, la pluie et le beau temps pour certains. Donc, je comprends très bien, hein, mais bon, c'est pas... ECAR n'a pas été... C'est pas ECAR qui a décidé des ESG, c'est pas ECAR qui les a formulés. ECAR, on lui demande de prendre des décisions et d'être aussi clair que possible. Alors, on essaie d'être aussi clair, ce qui ne veut pas dire qu'on est juste. Ça, c'est autre chose. Et dernier point, et je terminerai par là, il y a deux points qui nous préoccupaient beaucoup. C'est que beaucoup d'agences d'assurance qualité ont en ce moment des problèmes financiers. Et ayant des problèmes financiers, ils essayent de les régler. Et quand on les règle et qu'on a la possibilité de travailler dans d'autres pays, on est préoccupé quelquefois. On est préoccupé, il y a eu des cas limites. On est préoccupé parce qu'il y a une dérive nécessairement tentante qui est de répondre positivement à des demandes
en faisant de la surenchère par rapport à d'autres qui sont aussi sur le marché. C'est un marché à ce moment-là, et il y a des risques. Donc, on est attentif à ces activités, y compris hors de l'espace d'enseignement supérieur, ce qui est très mal vu par tout le monde, parce qu'on nous dit de quel droit vous allez là-bas. Mais ce qu'on essaie d'expliquer, c'est qu'on ne peut pas donner un label de qualité, qui est d'être sur le registre, à une agence qui opère effectivement conformément à ces labels de qualité quand elle est en Europe, et qui va à l'extérieur. Bon, la participation étudiante, bon, c'est peut-être pas nécessaire, ou qui va plier sur un certain nombre de points. On ne demande pas à l'agence de faire ça absolument. On demande à l'agence d'avoir interpellé les autorités qui ont demandé cette évaluation en leur disant on veut qu'il y ait une évaluation par les étudiants. L'autorité répond c'est pas légal, c'est non. Bon, nous ce qu'on veut c'est que ça soit consigné, que ça soit écrit clairement, qu'il n'y a pas d'étudiants qui ont participé. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande rien d'autre. On demande que ça soit clair, que les choses soient claires et que le label de qualité, dans ce cas-là, qui est rendu public puisqu'il y a transparence, qui est sur le site web, contient cette information pour tout le monde. Bon, après, chacun en fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que c'est monstrueux, mais ça veut dire qu'il y a des principes qu'on a adoptés en Europe. Les agences veulent être sur le registre. Ce n'est pas nous qui leur demandons d'être sur le registre, c'est un processus volontaire. Elles veulent être sur le registre, c'est leur droit. Elles s'en servent comme label de qualité quand elles vont à l'extérieur. Bah, il faut appliquer les principes qu'on a décidé de faire fonctionner à l'intérieur de l'Europe. Donc c'est aussi l'identité européenne de ce qui se passe en Europe qui est en cause. Si ça veut dire quand on va à l'extérieur, on fait des choses variables, et on a eu des cas sur certains pays. Donc ça, c'est un premier problème. Et le dernier problème, et là je termine vraiment, c'est le problème, j'ai été évidemment trop long comme d'habitude, non, c'est le dernier problème, c'est les activités de consultance ou autres activités que font les agences, ce qui est tout à fait normal. Ça aussi, il n'y a aucun problème, mais ce qu'on souhaite, c'est que ça soit clairement séparé. C'est-à-dire que si on fait de la consultation sur les problèmes de qualité, si on fait de la consultation sur autre chose, bien que les choses soient bien, qu'il y ait une étanchéité et qu'il n'y ait pas un travail, ce qui, à mon avis, est moins fréquent, mais c'est des problèmes limites dans certaines agences, de conseils qui ont été donnés, et puis ensuite on va les auditer, ou là on tombe sur des problèmes. Alors c'est pas très fréquent, hein, je le dis tout de suite, mais on est vigilant là-dessus parce qu'on sent des problèmes qui, dans n'importe quelle activité professionnelle, se posent actuellement. Enfin, quand on voit ce qui se passe au niveau de la recherche, où l'éthique est quand même un élément fondamental, quand il y a en plus des éléments qui ne sont pas simplement de valorisation mais financiers, je dirais qu'il faut qu'on soit attentif et qu'on annonce suffisamment à l'avance la vigilance que l'on a par rapport à ces questions. Donc c'est des questions qui sont débattues, qui sont posées. Il y a une totale transparence, les déclarations sont faites sur le site des cas. Enfin, on essaie au maximum à l'époque de dire ce que l'on fait, pourquoi on le fait. Voilà. Donc je m'excuse si j'ai été un peu long ou quelquefois un peu succinct sur certains points, mais c'était pour essayer de prendre un peu de vous montrer que les choses évoluaient, qu'il y avait souvent des retours, des bascules, et aussi des problèmes éternels qui ne sont jamais résolus, qui ne pourront probablement jamais être résolus, du type articulation avec le financement, problème de hiérarchie, enfin de rapports qui sont étalonnés avec 1, 2, 3, 4 étoiles, des choses qui continuent à se poser. Voilà, merci beaucoup.